Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire Aid, Finance et Comptabilité de ce jeudi 28 janvier 2021 sur la thématique de l'entretien d'embauche et du moins de passer l'étape de l'entretien d'embauche en période de Covid, un sujet qui nous a intéressés, qu'on a voulu partager avec vous sur nos expériences vécues. Ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est d'abord de privilégier, si vous avez des écouteurs, hein, car c'est toujours plus agréable, de couper vos micros pour ne pas gêner l'auditoire et utiliser le chat qui se trouve normalement sur votre droite pour interagir et poser toutes vos questions, puisqu'on vous proposera de faire à la fin un jeu de questions-réponses et de pouvoir bien mettre des éléments sur vos questions pour pouvoir vous accompagner. Le déroulement de ce webinaire va se composer en 3 voire 4 parties. La première, nous allons simplement vous dresser une analyse des 6 derniers mois de recrutement en France et dans les métiers de la finance et comptabilité. Une deuxième partie où on traitera plus précisément de la différence entre l'entretien physique et l'entretien virtuel pour vous accompagner dans la préparation de cet exercice, avec un rappel tout simplement d'un processus de recrutement, hein, pour bien vous expliquer les différentes étapes en amont et en aval. Vous expliquer aussi les fondamentaux du CV à l'ère des algorithmes et de vous expliquer aujourd'hui ce qui fonctionne pour vous permettre d'être plus facilement repéré. Et nos 2 experts dont je vais vous présenter par la suite vous présenteront les conseils donc à suivre lors de ces entretiens physiques ou virtuels. Ensuite, on vous parlera des réflexes à adopter. Donc, on parle toujours de qu'est-ce qui se passe après l'entretien. Eh bien, nous, en tant que recruteurs, quelles sont les choses qu'on apprécie, au contraire qu'on n'apprécie pas entre relance et suivi. Et donc, on parlera de ces questions-réponses. Moi, je suis donc Ludovic Bessières. J'aurai la joie de commencer à vous introduire les tendances et donc la présentation de ce webinaire. Je suis Business Director France et Benelux sur les métiers de la finance et comptabilité. Je travaille chez Hayes depuis quasi 19 ans, je fêterai mes 19 ans en avril, et je m'occupe du développement de la division finance et comptabilité sur une échelle France, Belgique et Pays-Bas. Je suis accompagné de Bruno et Loïc. Donc Bruno, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis donc consultant en recrutement sur le bureau de Strasbourg. On vous représentera, mais Hayes a 25 bureaux aujourd'hui, depuis un peu plus de 6 ans. Et donc, je recrute des profils en direction financière, donc à la fois des postes de RAF, DAF, mais également des postes de spécialistes comme sur du contrôle de gestion, du credit management ou de la trésorerie. Bonjour à tous, donc pour ma part c'est Loïc Rongoat, je suis chez Alice depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je fais le même travail que Bruno mais dans le sud de la France, je suis affecté au bureau de Montpellier et je vais rayonner sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Merci tous les deux. Donc vous l'aurez compris, c'est une présentation qui s'adresse en priorité à des profils dans les domaines de la finance et de la comptabilité. On est tous une expertise de recrutement dans ces métiers-là, mais les conseils et puis les avis qu'on va vous donner aujourd'hui sont très transposables à d'autres métiers. Donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas issu de ces métiers ou si vous avez d'autres profils. Voilà, on va vous parler aussi de fondamentaux et de généralités qui s'appliquent à plusieurs métiers. Une petite précision, ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez accéder au replay par la suite sur YouTube, que tous les inscrits de ce webinaire pourront avoir accès par un email qu'on leur enverra rapidement d'ici une semaine à peu près. Donc je vous redis que les questions et les réponses seront traitées à la fin, mais n'hésitez pas à utiliser le chat sur le côté pour justement vous présenter ou tout simplement réagir à nos propos. Alors, la division de Hayes Finance et comptabilité existe depuis 19 ans.
Donc moi, c'est pareil que moi. Moi, j'étais membre fondateur de cette division en 2002. Elle est composée de, on va dire, 4 grandes divisions. D'une part, d'un côté, on a la direction financière, les départements financiers d'entreprise, avec une division junior et senior finance et exécutive. Alors, c'est des splits de salaire qui existent entre les divisions junior et senior, hein, des postes que l'on fait en junior sont généralement des postes de comptable, de contrôleur de gestion, des postes de trésorier, de contrôleur de gestion, ainsi de suite. Et en senior finance, eh bien, ça va être des postes plus de direction financière généralement, avec des postes aussi d'expertise comme de la conso, de la trésor, de l'audit interne et autres postes dans les directions financières. On a l'exec aussi qui s'occupe des postes, on va dire, de haute CAC 40 et ainsi de suite, qui est basé sur Paris et un rayonnement national. De l'autre côté, on a la profession comptable libérale qui recrute exclusivement pour les experts comptables et les cabinets d'audit. Donc, c'est à peu près 100 consultants à travers la France que vous voyez sur ce slide. Dans chaque bureau de Hays en France, vous avez un consultant senior finance, junior finance et audit expertise comptable. Voilà. Au minimum de 1 d'ailleurs. Voilà. Je vais enchaîner rapidement sur une rétrospective des 6 derniers mois de recrutement en finance et comptabilité en France, avec tout d'abord un résumé quelque part d'un outil marché qui nous utilisons assez régulièrement, nous, pour se rendre compte de l'état du marché. C'est un site qui s'appelle JobFeed et qui globalise et centralise l'ensemble des annonces d'emploi qui sont diffusées sur Internet, alors que ce soit en finance et comptabilité ou que ce soit dans d'autres métiers. Ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que depuis les 6 derniers mois, on a enregistré environ 16 000 emplois. Quand on fait une recherche de poste en CDI, CDD, en temps plein, avec des employeurs directs, hein, donc vous n'avez pas du tout des cabinets de recrutement dedans, donc ce sont des annonces d'emploi pour les entreprises de plus de 50 personnes. Voilà, donc on a des pics d'activité qu'on connaît bien et que je pense que nos 2 experts pourront les confirmer, avec une saisonnalité pendant les vacances d'été de toute façon. Et puis, c'est bien reparti après l'été et on a revu une chute au moment du 2e confinement et avec un arrêt aussi et une baisse en décembre, puisqu'on connaît ça aussi avec les vacances qui freinent de toute façon tous les ans, et une reprise, on ne le voit pas trop en janvier, mais quand même avec une petite reprise. Alors les 5 métiers les plus recrutés que l'on voit sur ce site, toute entreprise confondue, ce sont le contrôle de gestion et la comptabilité, avec des postes d'audit aussi qu'on a vu repartir. Alors là, j'ai mis dedans là, avec l'audit et l'expertise comptable, c'est pour ça que vous voyez les postes d'experts comptables et d'auditeurs. Ce qui ressort sur ce benchmark des offres d'emploi en finance et comptabilité, en termes de compétences professionnelles qu'on revoit sur les annonces indirectement, on voit en premier lieu donc des personnes qui ont déjà une expérience en finance. Le mot comptabilité ressort beaucoup. Donc là, on fait allusion, et je pense que nos 2 experts nous le diront, à la technicité comptable et à la compréhension des enjeux de la comptabilité, avec la fiabilité, la connaissance des systèmes, et puis tout simplement le fait de pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Le contrôle de gestion aussi ressort beaucoup avec l'analyse et l'aide à la décision. Sur les compétences informatiques, on va dire c'est une tarte à la crème, mais on ressort de l'Excel et du pack-office et des ERP, voilà, avec des systèmes d'information. Sur les compétences humaines ou les soft skills, l'esprit d'équipe ressort de plus en plus, et ça c'est une tendance générale qu'on observe depuis 5 ans maintenant, avec ce côté accompagnement à changer, ce côté minutie, compétences interpersonnelles et ainsi de suite, ça ressort toujours. Et puis les langues, avec l'anglais, alors un petit clin d'œil avec le français, on est en France, je pense que c'est normal, mais c'est vrai que l'anglais devient de plus en plus quelque chose d'indispensable dans tous les postes et à tout niveau. Voilà. Sur la partie de Hays maintenant, hein, si on fait alors non pas 6 mois, mais une année de recrutement à travers tous ces bureaux de Hays en France, on peut vous dire qu'on a traité aussi beaucoup de postes en comptabilité, en contrôle de gestion,
Alors quand je vous mets les deux camemberts compta, contrôle, gestion, on a des postes de direction comptable et des postes d'opérateur comptable, on va dire d'opérationnel comptable et idem pour le contrôle de gestion, hein, avec une nécessité pour les entreprises de fiabiliser l'information financière et une nécessité pour des PME, par exemple, d'aller apporter de la mesure de la performance, d'aller porter beaucoup d'analyses, d'aide à la décision pour des dirigeants. Le couple compta contrôle de gestion est arrivé depuis quelques années dans aussi le sérail des PME et des petites entreprises, avec cette vraie nécessité d'aller fiabiliser et de professionnaliser cette fonction. Des secteurs, alors qu'on a peut-être un peu plus recruté chez Hays, les secteurs de l'industrie, mais d'une manière générale, banque, assurance un peu moins sur l'informatique et le BTP. Alors là, il en manque quelques-uns là, mais on traite aussi anecdotiquement d'autres services comme les services et autres. Beaucoup de postes en management, c'est-à-dire des postes où on a demandé des responsabilités d'équipe, hein. Et la prédominance, comme on l'a vu sur les slides précédentes, de l'anglais, qui devient même pour des postes en région ou même pour des postes pour des PME où on a eu besoin d'avoir cette capacité de travailler en anglais avec des interlocuteurs non francophones, et des postes souvent en middle management et avec du top management également. Voilà. Et donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'en moyenne, un process de recrutement en finance et comptabilité, ça peut durer 6 semaines, entre 3 et 10 semaines, on va dire, en moyenne, entre le moment où on lance la mission et le moment où le candidat commence dans son poste. Loïc, Bruno, vous confirmez tout ça? Tout à fait. Ouais, c'est ce que vous observez au niveau local aussi? Effectivement, ouais. Moi, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est qu'on tend à ce que les TPE, PME se staffent de plus en plus à internaliser la partie comptable dans un premier temps et ensuite la partie financière, contrôle de gestion, pour arrêter de piloter à vue et pour pouvoir justement mettre en place du reporting et du controlling, clairement. Ok, tout à fait. C'est pareil, et puis après, au niveau des secteurs d'activité, c'est vrai qu'en fonction des régions, je prends mon cas en Alsace, on est une région qui est très fortement industrialisée, donc c'est vrai que ça confirme les tendances, ce qui n'est pas forcément le cas, que ce soit en région parisienne où il y a peut-être plus de postes en siège au niveau des groupes, donc après, c'est vraiment des spécificités régionales. Ok. Alors, on a mis ici un slide qui vous donne une lecture de ce qu'on a perçu en termes de positionnement de la finance et plus précisément du pilote de cette crise de l'entreprise. Donc, il est sûr que mi-mars, le directeur financier s'est trouvé devant 2 portes qui se sont fermées, donc plus aucun cash qui rentre et une activité à l'arrêt. Et donc, on a eu des demandes dès le mois de mars l'année dernière sur des profils ayant de fortes sensibilités sur ces 4 grandes activités en finance. Alors, on ne parle pas de trésorier, on ne parle pas de contrôleur de gestion ou de credit management ou de comptable, mais on parle de profils qui avaient déjà eu des expériences sur ces sujets-là. En clair, la trésorerie, beaucoup d'entreprises ont été mis devant le fait accompli que leur système de prévision était des systèmes bricolés, entre guillemets, avec des outils de suivi sous Excel, mais pas forcément d'une efficacité. Donc, il a fallu faire preuve d'imagination et puis apporter des compétences justement de gestion du cash un peu plus professionnalisées. Le contrôle de gestion, on a eu besoin de personnes avec de fortes compétences d'analyse et vraiment de touche à tout pour permettre de piloter et d'apporter de l'aide à la décision. Moi, j'ai le retour d'un contrôleur de gestion dans la logistique qui m'a dit qu'à partir de mars, il analysait toutes les tournées des camions pour savoir lesquels étaient plus rentables et pour rapidement les supprimer ou pas les supprimer. Donc avec ce côté touche à tout et opérationnel très 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 fort et une forte aussi compétence de budgétaire et de construction budgétaire qu'il a fallu se réapproprier rapidement. Le cash avec la partie recouvrement aussi, hein, avec une vision complète du cycle order to cash et donc des professionnels comptables ou des professionnels même du contrôle de gestion qui avaient pu mettre en place des suivis
ce cycle et de gestion de DSO également. Et de la comptabilité forcément, parce que plus on a des systèmes fiables, donc il y a aussi pas mal d'entreprises qui nous ont fait appel dans des postes de management de transition aussi parfois, pour remettre à plat des procédures et pour être sûr que ce qu'on apporte comme information, elle est en temps et en heure bien comme il faut et qu'elle représente la réalité. En marge de tout ça, ce qu'on nous a beaucoup demandé depuis mars l'année dernière, c'est ses capacités à dialoguer, ses capacités à pouvoir créer de la synergie, de l'agilité aussi sur un certain nombre de nouvelles choses à mettre en place, et donc des soft skills sur de la négo, de l'agilité, de la créativité, de la communication, du leadership, voilà, des choses qu'on nous demandait peut-être un peu moins auparavant, mais clairement qui a été des aspects prédominants et dont les candidats ont eu besoin de faire preuve aussi en entretien. Voilà. Vous voulez réagir sur ce dernier slide, Bruno et Loïc? Non, bah écoute, juste redire ce que tu as dit, c'est pas forcément des postes que l'on va rechercher dans la trésorerie, le crédit management ou autre, mais vraiment des appétences et une culture du cycle order to cash qui est à mettre en place vraiment au sein des entreprises. D'accord. Loïc, je te laisse la parole sur la deuxième partie qui va traiter donc justement de cette capacité à aller passer du CV, de l'envoi du CV à passer la porte de l'entretien. Voilà, comment on fait Loïc? Alors, en fait, c'est relativement simple avant tout, comme il est indiqué dans le slide. La première des choses à avoir, c'est une motivation. Très clairement, la recherche d'un nouvel emploi, c'est quelque chose de très chronophage. Je ne vais pas refaire un débat sur comment retrouver un emploi. Il y a bien évidemment des actions de candidature à effectuer, de mettre son CV sur les CV Tech, de se faire approcher ou non par des chasseurs ou des entreprises concurrentes ou confrères. Mais principalement, le levier principal qui va être important pour vous, ça va être votre motivation, savoir si vous avez vraiment envie de changer d'emploi ou envie d'évoluer ou envie de changer de région, en fait. Ensuite, ce que j'ai l'habitude de dire à mes candidats quand ils ne savent pas vraiment sur quel type de poste se positionner, imaginez que vous êtes sur un terrain de sport. Il faut que vous sachiez à quel sport vous jouez et à quelle position dans ce sport vous jouez. Parce que si vous faites du basket, c'est pas pareil que si vous faites du baseball ou du football. Donc savoir dans quel cours vous êtes, connaître le marché du recrutement dans lequel vous êtes, quel type de profil, et ensuite savoir la compétence que vous avez. Et donc, on peut passer sur la prochaine slide, Ludo, s'il te plaît. Et donc, en fait, cette compétence, quelle est-elle? On va avoir des profils qui vont être, alors on va parler sur de la finance et de la comptabilité majoritairement, qui vont être ou des généralistes ou des spécialistes, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes un spécialiste, en fait, on peut être un spécialiste de plein de choses différentes. On peut être un spécialiste dans un secteur d'activité donc précis, l'industrie, la banque, les services, l'industrie même agroalimentaire, très précisément. On peut être un spécialiste dans des contextes compliqués d'entreprise, des contextes de redressement. Malheureusement, je pense que le bassin et le marché du recrutement va un petit peu plus se tourner là-dessus, sur des recrutements en direction financière. Je pense qu'on va être sur des CFO qui auront majoritairement ces compétences justement d'order to cash ou de restructuring pour pouvoir accompagner les entreprises dans le retournement. On peut avoir également des sociétés qui sont en phase de croissance parce que le marché, ça reste un système des vases communicaux. S'il y a des petites ou des entreprises qui sont plus faibles que d'autres, qui perdent des parts de marché, d'autres vont les prendre forcément, donc des entreprises qui vont grossir et qui vont pouvoir, pas profiter de la crise, mais qui vont pouvoir être agiles et avoir un regain là-dessus. Ou alors des entreprises, bien évidemment, avec des notions de LBO, de grosses ETI en phase de faire donc, des introductions en bourse, des IPO, des filiales de grands groupes, donc avec des notions beaucoup plus de reporting, de comptabilité et de consolidation statutaire, en fait. Alors, on pourrait continuer là-dessus sur 1 million de spécialités. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de spécialités par compétences techniques, vraiment, conso, fiscal, réseau, etc. Par compétences sectorielles, industrie, banque, services, etc. Ou par compétences de contexte précis d'entreprise,
en fait. À quel moment de vie l'entreprise est, quelle est ma compétence. J'ai discuté encore hier avec un de mes clients qui, lui, est spécialisé, le DAF, pardon, est spécialisé sur ces entreprises qui sont en très forte croissance. Il a un cas de recrutement où il va faire du coup son remplacement parce que sa mission pour lui, quand il a été embauché chez mon client, ça a été d'amener l'ETI à un grand groupe, à un niveau grand groupe pour pouvoir la vendre auprès après la fin d'investissement. Il avait une mission de 5 ans, il l'a fait en 3 finalement. Donc maintenant, il se remet à l'écoute du marché professionnel parce que ben voilà, sa spécialité, c'est les PME en croissance, de les organiser et de bien les construire. Être un directeur financier, donc du coup plus généraliste et routinier presque, ce n'est pas son profil, donc c'est pour ça qu'il se met à l'écoute. Mais parce qu'il sait quel est son profil, dans quel cours il joue et dans quelle équipe et à quel sport il joue surtout. Ensuite, il y a la notion bien évidemment de généraliste. On n'est pas tous des ultra spécialistes et même les entreprises n'ont pas besoin tout le temps d'ultra spécialistes. Comme je venais de vous le dire, on a beaucoup d'entreprises, en tout cas sur mon bassin personnel, mais je pense que Bruno également a le cas. On va avoir une majorité de TPE et de PME qui vont vouloir justement des profils plus généralistes et pouvoir vraiment allier tout un tas à la fois d'opérationnel, mais à la fois un petit peu de stratégie. Et donc ça, il faut savoir quand on est dans ce cadre-là ou pas, parce que ça peut être suite à un LBO, donc justement donc l'arrivée d'un fonds d'investissement qui prend une part du capital de l'entreprise. Ça peut être parce que la société devient filiale d'un groupe du CAC 40 ou des plus grandes entreprises. Dans ce cas-là, il y a cette activité un peu plus de remontée d'informations comptables et financières à avoir. Et donc, il faut savoir si on est un spécialiste ou un généraliste et dans quel secteur d'activité, dans quel cours on joue, en fait, tout simplement. On peut passer au prochain slide, Ludo. Pour remettre le contexte, savoir dans quel cours et sur quel terrain on joue et quelles sont maintenant les règles du jeu, en fait. Ces règles du jeu, ça va être vraiment le rappel du processus global d'un recrutement. De l'identification du besoin jusqu'à l'intégration et la fin de période d'essai, et voire même, ça c'est peut-être la partie RH qui parle un petit peu plus, mais voire même jusqu'à l'évolution future prévue à 2 ans, 3 ans du candidat ou de la personne qui est recrutée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur des recrutements en finance, en tout cas, le DAF est à 90% à la manœuvre et il impulse la recherche. Il va définir vraiment son besoin, quel type de profil il a besoin, quel type de compétences, quand est-ce qu'il aura besoin de ce profil-là. Par exemple, je discutais avec un autre DAF dans le secteur, un secteur particulier qui me disait, voilà, moi je vais centraliser toute la comptabilité sur mon siège ici, donc je vais devoir recruter pas mal de comptables, mais ce sera plutôt à horizon du second semestre 2021. Donc on a l'histoire de timing qui est donnée. Et ensuite, quelles seraient les compétences qui seraient manquantes? Des compétences qui peuvent être techniques, opérationnelles, sur de la comptabilité, sur un ERP ou quoi que ce soit, ou des compétences beaucoup plus soft skills, donc avec bien évidemment le management. Donc, ce rappel du processus global est important parce que vous allez vivre et vous allez le vivre de votre côté, le processus de recrutement, mais il faut savoir aussi ce qui se passe côté entreprise. Et donc là, une fois qu'on a passé les étapes de sourcing et de sélection, ce sont des étapes qui sont faites avec les ressources humaines et avec le directeur financier. L'intégration et ensuite la fin de période d'essai sont des choses qui sont aussi extrêmement importante où l'entreprise se doit d'être présente et se doit de valider que l'intégration se passe au mieux. Il n'y a pas une bonne intégration sans une bonne identification du besoin à la base. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir vraiment ce dont on a besoin, quand, quoi, comment, et ensuite pouvoir vraiment bien l'intégrer, en fait, tout simplement. En fait, si je peux me permettre, dans ces précédents slides et celui-ci, ce qui est important à retenir, c'est que vous avez une offre de service. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de la finance et de la comptabilité, à votre échelle, en fonction de votre niveau d'expérience, de ce que vous avez fait, vous avez quelque chose à offrir. Et donc, il est important en 2021 de bien comprendre à qui s'adresse votre compétence. Et le travail important, c'est d'aller travailler votre réseau, d'aller travailler vos interlocuteurs. Et donc, ces fameux DAF ou
directeurs généraux ou bien votre futur client en fait, hein, en interne entre guillemets, pour bien comprendre et bien lui faire savoir que vous avez la compétence dont il a besoin. Ce qui nécessite de la part d'un candidat aujourd'hui en finance et comptabilité d'aller évangéliser sa communauté, évangéliser quelque part les cibles dont il pourrait être intéressé pour être pour qu'il soit conscient que finalement la compétence elle n'est pas loin. Un Exactement. directeur financier qui travaille dans une filiale française d'un groupe américain, il a des réunions quasi mensuelles, voire des colloques trimestriels avec l'ensemble des directeurs financiers au niveau monde. Et donc, il y a des grands projets de transformation qui s'opèrent avec des plans à 5 ans de transformation de la fonction finance. Et donc, c'est le DAF qui sait que dans 2-3 ans, on va passer de tel ERP à tel ERP. Ou alors qu'on va externaliser, comme tu le disais, une comptabilité en Inde ou qu'on va la réinternaliser justement. Donc il y a des projets qui sont uniquement dans la tête du DAF ou du dirigeant, mais qui ne le sont pas dans la tête du RH. D'où la nécessité d'aller évangéliser son réseau et d'aller peut-être parfois anticiper, réfléchir à leur place pour leur faire part de vos compétences. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et tu me donnes une super transition du coup sur le prochain slide, tu pouvais y rester, merci. Dans le sens où c'est bien beau d'aller évangéliser et prêcher par sa paroisse, bien évidemment, ça va être ça le principal moteur du fait de retrouver un nouvel emploi, mais comment est-ce qu'on va pouvoir présenter cette offre de service en fait? Et bien tout simplement avec déjà à la base un CV en fait. Bien évidemment, on peut en faire un message sur LinkedIn, plus ou moins fleuve pour présenter ses compétences techniques, mais à la base, à un moment donné, le CV reviendra toujours dans l'équation. Et donc ce CV, il est de plus en plus lu par des professionnels vraiment de la finance et également par des algorithmes et des robots. Donc, comment rédiger son CV pour vraiment déjouer les logiciels de recrutement? Parce que ces logiciels-là, ils existent très clairement. Pas forcément que sur les gros cabinets de recrutement comme Hays ou quoi que ce soit, mais également au sein des entreprises et même au sein des PME qui commencent à se staffer au niveau IT là-dessus. Donc, premier atout, première chose vraiment qu'il faut respecter dans le CV, ça va être de privilégier un CV simplifié et original. Simplifié, privilégier la simplicité à l'originalité. Pourquoi? Parce que on est sur des CV qui vont être lus de manière plus ou moins rapide. Il faut qu'on arrive très rapidement à savoir quel type de profil vous êtes, quel type de compétences vous avez et quel type de poste vous souhaitez. Et donc pour ça, il faut aider un petit peu l'interlocuteur que vous avez en choisissant des mots-clés et les mettre dès le haut du CV, parce qu'on a vu avec des études que la première chose qu'on regarde, ça va être le haut du CV et on va redescendre petit à petit pour remonter un petit peu. En fait. Donc il faut que rapidement votre interlocuteur puisse savoir, ok, j'ai un DAF, un RAF, un contrôleur de gestion, un consolideur en face de moi. Ensuite, utilisez un vocabulaire technique dans ce cas-là parce que vous avez votre interlocuteur qui est technique. J'ai souvent l'habitude de dire à mes candidats, utilisez 2 voire 3 CV différents. Alors toujours la même chose bien évidemment, mais généralement un CV qui sera à destination de personnes qui sont peut-être pas forcément très évangélisées sur la fonction finance. Ça peut être pour faire des candidatures spontanées à info ou recrutement etc. Ou pour pouvoir le communiquer auprès d'un service RH qui ne sont pas des très gros experts de la finance non plus. Et ensuite un CV beaucoup plus technique, mais toujours en simplicité, qui sera à destination des directeurs financiers en fait. Garder une touche personnelle aussi, c'est bien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché des candidats est quand même assez important, surtout dans le cadre où on est un profil relativement généraliste. Dans ce cas-là, il faut pouvoir quand même garder une certaine personnalité sur une carte, sur un CV. Comme on regarde, par exemple, si vous avez plusieurs cartes de visite devant vous, c'est celle qui dénote le plus la personnalité de la personne que vous avez le plus de chances de garder avec vous. À l'heure des algorithmes Oui. et de la sélection de votre CV par rapport à tous les autres,
c'est vrai que cette étape de bien comprendre votre vocabulaire technique et les bons termes du marché est importante. D'autant plus que si vous avez 10, 15, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, dans une même entreprise, donc une longue expérience dans un secteur d'activité, dans une culture différente, il y aura probablement des termes que vous employez mais que le marché n'emploie pas. Donc vous avez une sorte de mise à niveau quelque part du vocabulaire qui est tendance, je dirais entre guillemets, de reprendre des mots qu'on revoit dans les annonces assez régulièrement parce que ce sont ces mots-là que les algorithmes vont déceler. Si on vous donne une vision interne, nous, de Hays, on va vous donner ça après, mais on va demander à des chargés de recherche, par exemple, d'aller trouver des CV où il y aura écrit dessus USGAP, anglais, directeur financier, enfin bref, une sorte de liste de mots-clés qui vont permettre de faire déjà des premières sélections. Donc c'est très important, je dirais, dans cette étape aujourd'hui, si vous voulez être vu, de bien comprendre si vos mots-clés, justement, ils sont pertinents et s'ils sont, on va dire, tendance. Tout à fait. Donc là, on a une liste un petit peu pêle-mêle de tous les grands items qu'on va pouvoir rechercher sur les CV. Mais comme vous pouvez le voir, ça va être principalement sur des choses très techniques, très factuelles. Comptabilité auxiliaire, convention collective, CSP, si on passe sur la partie un petit peu plus IT, Key-User, MySQL, SAP, etc. Ce sont des choses très précises et ça, si vous les utilisez, il faut à tout prix les mettre sur votre CV. Parce que le système d'algorithme va être fait pour pouvoir faire ressortir ces CV-là et quasiment pas prendre en compte les autres CV. Et d'autant plus que même naturellement pour un directeur financier qui est sur SAP, s'il reçoit le CV d'un contrôleur de gestion et qu'en plus il voit SAP marqué plusieurs fois sur le CV, c'est quelque chose qui sera extrêmement important. En fait. Alors c'est vrai que c'est la première étape et c'est chercher l'aiguille dans une botte de foin. On a du volume, on a de la data. Là pour le coup, on en a beaucoup. Donc il faut se différencier. Et vous allez me dire peut-être, oui, mais en amont, vous nous avez dit que les entreprises recherchent de plus en plus des soft skills et donc des compétences. On ne va pas rechercher des compétences soft skills sur un CV parce que vous mettez pas leadership, enfin on va pas s'autoproclamer je suis un bon manager. Voilà, c'est pas des éléments qu'on va marquer, ça on va le déceler plutôt dans un second temps. Mais par contre, c'est toujours intéressant de mettre sur un CV, de quantifier et de qualifier une expérience professionnelle avec le nombre de personnes que vous avez pu encadrer, où le recruteur pourra après, dans un second temps, faire son raccourci et se dire bah oui, cette personne a managé des équipes nombreuses, quoi. Voilà. Sur la détection, excuse-moi Loïc, mais sur la détection, je dirais, du CV sur cette première étape, je pense qu'il faut vraiment vous concentrer sur de la technicité, sur du savoir-faire, et donc on en revient sur votre offre de service, sur ce que vous savez maîtriser, parce que c'est ce qui va être recherché en premier lieu. Tout à fait. Et c'est parmi les candidats qui maîtrisent le mieux les compétences que l'on cherche au niveau technique, qu'on va ensuite choisir celui avec qui, histoire de feeling bien évidemment, le feeling passe le mieux bien sûr, mais aussi celui qui pourra le mieux se transposer à notre société parce que voilà, il a évolué dans une structure de même taille, dans peut-être le même secteur d'activité, qu'il a managé des équipes de même taille également. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il faut, dans votre CV, une fois qu'il est clair et synthétique, mais assez précis quand même. Il faut avoir des intitulés de poste qui soient également clairs, précis et synthétiques. Mettre bien évidemment la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes, où vous avez été, le type de structure, c'est une société sous LBO, sous SAS, si c'est une TPE, une start-up. Ça, c'est des choses qui vont permettre de rendre factuel et qui vont aider le DAF ou le DRH à arriver à vous transposer chez eux. Et aussi, bien évidemment, le secteur d'activité, les logiciels informatiques que vous utilisiez, parce que ça, on va le rechercher d'autant plus de nos jours. Et un classique, la formation et le nom de l'école, on l'oublie souvent, mais ça peut permettre justement à certaines personnes de se souvenir vraiment d'un candidat. Ah ben oui, il avait fait le même master que moi, ou on était quasiment à la même promo, ou tiens, c'est l'école de mon fils. Enfin, voilà, ça peut être des petites choses sur lesquelles on va se rattraper. Et puis encore une fois,
le DAF va aller voir son RH en disant « je veux quelqu'un qui ait fait la même école que moi ». On est en France malheureusement Ça arrive encore. et l'école est un élément important. Donc, ou alors le DAF ou le décisionnaire, le donneur d'ordre du recrutement va avoir une conviction profonde par rapport à la typologie d'école, au rang 10 premières écoles, et ainsi de suite. Donc, il faut quelqu'un qui vienne de HEC, qui a fait l'EM Lyon ou Néoma ou ainsi de suite, tout ça. Donc, n'hésitez pas à bien mettre ces intitulés d'école ou ces formations ou les niveaux, ainsi de suite, parce que je recherche quelqu'un qui a fait un bac plus 5. Bon, ben voilà, il faudra que ce soit écrit pour que ça soit relevé. Les abréviations, tu en as parlé, mais là encore, c'est ce que je vous disais On tout à oublie ça. l'heure. Hein, on oublie parce que c'est votre jargon et ça, du coup, ça, on a du mal à les interpréter. Tout à fait. Et je pense pour intervenir là-dessus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notamment dans un premier temps, vous n'avez pas forcément le directeur financier qui va faire le tri de CV. Vous pouvez avoir un chargé de recherche, un assistant RH, etc. Donc c'est des gens qui sur la partie technique, finance, vont peut-être avoir des choses un petit peu moins poussées. Donc n'hésitez pas à vraiment détailler. On prend par exemple des exemples très concrets sur les noms de diplômes qui ont beaucoup évolué ces dernières années dans le domaine de la comptabilité. Entre un DPECF ou un DSCG, bah, parfois on recrute un DSCG et on voit quelqu'un qui a eu ce diplôme au préalable sous un autre nom, on se dit ah ben voilà, il correspond pas à la recherche. Donc vraiment pouvoir mentionner ces équivalents, c'est du temps gagné et c'est la probabilité augmentée que votre candidature puisse être retenue. Voilà, c'est des petites choses qui font arriver à un succès. Pour rendre la chose factuelle, merci Ludo. Voici un exemple de CV. Il me semble que c'est un ami à toi. Je crois que tu me l'avais dit. Exactement. Ouais, c'est un ami à moi qui a passé une longue expérience dans une entreprise familiale qui faisait du voyage linguistique. Et après un changement de direction, il a souhaité se séparer et partir, mais c'était un peu dur pour lui de se remettre dans le chemin de l'emploi, du marché du travail, ainsi de suite. Donc on a réfléchi ensemble justement à son CV. Et ce que je lui avais conseillé justement, c'était de prendre cette matrice entre guillemets pour bien structurer un CV et de toujours quantifier et qualifier en fait une expérience professionnelle ou des informations qu'on va donner sur son CV. Ouais. Et la matrice, vous l'avez, c'est souvent c'est l'encadré vert qui est là. Très clairement, c'est peut-être tarte à la crème, mais au moins ça va vous aider à ce que la lecture de votre CV soit facilitée et qu'en plus vous soyez quasiment sûr de pouvoir arriver au bon destinataire. Mais voilà, une date de début, une date de fin, nom de la société bien évidemment. S'il y a un nom commercial aussi, ça peut être intéressant. Le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, l'activité, s'il y a des filiales ou pas. Et enfin, vraiment, le titre de la fonction que vous avez sur un périmètre bien précis. Il faut qu'on arrive à savoir en une lecture dans quelle taille d'entreprise vous êtes, sur quel type de segment, secteur d'activité. Et donc, si on complète tout ça, ça nous emmène à la prochaine slide. On va avoir justement un CV qui va être construit de telle manière. Donc, toujours c'était le CV précédent. Mais voilà, on peut se dire à la première vue, oula, c'est un peu fouillis, il y a plein de choses à lire. Mais très rapidement, on arrive à voir que cette personne, bon, elle a passé 20 ans dans la même structure, qu'il est dans un acteur majeur des colonies de vacances, de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 11 structures en France, donc il y a une notion de multisociété qui est à prendre en compte, une centaine de collaborateurs, 800 vacataires, donc peut-être des problématiques sociales au niveau légal, et bien évidemment l'intitulé de poste, et là souvent en plus il n'y a rien de plus générique qu'un poste de directeur général adjoint, en charge des finances, ressources humaines, juridiques, sociales, comptabilité, administration, services généraux, etc. Et enfin, ensuite, le découper parmi 3 ou 4 grands items et vraiment des missions de manière très précise sur ce que vous faites. L'idée, c'est qu'en 10 secondes, on arrive à savoir que vous êtes directeur général adjoint en charge principalement des fonctions support dans un groupe qui est dans le monde du service, une belle PME d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous avez un périmètre et un champ d'action qui est global dans la société. Vous n'êtes pas juste sur une filiale ou sur une business unit ou quoi que ce soit. Et donc, ce modèle de CV-là, il est très classique, mais il est classiquement très important et ça permet d'être quasiment à coup sûr, pas appelé, mais de finir dans les personnes qui sont étudiées par le professionnel, en fait. Voilà pour la première partie. Bruno, je te laisse la
la suite pour l'entretien Voilà. maintenant. C'est ça, voilà, si avec tous les bons conseils qu'on a pu vous donner là-dessus, votre candidature est retenue, l'entretien, c'est en tant que tel également un vrai exercice là-dessus, et on le distingue assez bien en 3 phases. Sur la partie avant, on ne le dit pas suffisamment, mais se préparer par rapport à un entretien, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que, pour vous donner une anecdote, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des gens que je rencontre qui me disent « Ah oui, Ace, vous êtes une structure, etc. » Donc c'est important de voir quelle est l'entité, même si ne serait qu'un cabinet de recrutement, et ensuite, bien sûr, poser les différentes questions pendant l'entretien. Moi, je dis toujours, lors de l'entretien, il n'y a pas de mauvaises questions à pouvoir poser. Le but, c'est vraiment d'être sur un discours de partage, donnant-donnant, pour avoir le maximum d'éléments et faire en sorte de vous rassurer également lors de ce processus pour vraiment se dire, OK, ce poste est bien en adéquation avec ce que je recherche, et ça vous permet de pouvoir poursuivre le processus. Et c'est vrai que beaucoup de gens, on a très souvent la question de candidats qui passent des entretiens et qui me disent, voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois faire quelque chose après l'entretien, etc. On y viendra de façon plus détaillée dans les slides suivantes, mais il y a vraiment une question d'après-entretien, de suivi, on y reviendra sur la question de timing, mais d'action à pouvoir faire pour renouveler l'intérêt de votre candidature et faire en sorte d'avancer dans les meilleures dispositions dans un processus de recrutement. Je suis de retour. Parfait. On peut avancer sur la slide suivante. Et donc là, on va effectivement s'intéresser plus aux attentes d'un recruteur, donc que ce soit un cabinet de recrutement ou que ce soit une entreprise en tant que telle. C'est vrai que l'entreprise ne va pas attendre que vous ayez la connaissance de l'ensemble de ses valeurs, du nombre de sociétés, etc., mais d'avoir un certain nombre de critères qui puissent vous permettre de montrer que vous êtes intéressé à la structure et que vous venez à un entretien, pas les mains dans les poches, entre guillemets, pour pouvoir avancer, mais vraiment que vous avez un intérêt par rapport à ça. Et comme on l'a dit au préalable, vous savez déjà, par rapport à ce qu'ils peuvent rechercher, de ce que vous avez lu de l'offre, de ce que vous avez eu comme échange avec le cabinet de recrutement, des éléments qui sont pertinents dans votre profil et que vous allez pouvoir mettre en avant pour accentuer votre candidature et augmenter la pertinence de celle-ci. Donc ça peut être effectivement sur le contexte, Loïc en parlait au préalable, sur une structure qui est en très forte croissance ou sur un poste un petit peu plus spécialiste, sur un vrai besoin de trésorerie, etc., par rapport à une expérience que vous avez déjà eu l'occasion de traiter sur une expérience préalable, et c'est ce qui fera vraiment la différence par rapport à d'autres typologies de candidats. C'est bon? Oui, tout à fait. Et ensuite, on a vraiment comment se décompose également l'entretien au niveau de la durée. Alors, d'un interlocuteur à une autre, vous avez des personnes qui sont plus ou moins directes, donc ça peut un petit peu changer à ce niveau-là, mais c'est vrai que le début d'entretien, et on y reviendra notamment en ce moment où il y a beaucoup d'entretiens qui se font par visioconférence, des entretiens physiques qui se font masqués, donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir les bons ressentis et de pouvoir créer un contact facilitant. Le but de la première minute, c'est quelque chose, alors on parle souvent de small talk lors des quelques minutes d'entretien, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous êtes bien arrivé, vous avez trouvé facilement des locaux, va permettre vraiment de créer ce climat de confiance, de laisser aussi un petit peu retomber la pression qu'on a et ce qui est normal lors d'un entretien, pour ensuite vraiment avancer dans les meilleures dispositions. Et c'est vraiment lors de la description des différentes compétences techniques, on a également beaucoup de candidats. Je prends l'exemple d'un directeur financier. Forcément, vous avez un parcours qui est extrêmement large à ce niveau-là, vous avez fait beaucoup de choses. L'idée pour un recruteur n'est pas forcément d'avoir de la vision sur toute votre expérience et tout votre CV, c'est vraiment d'avoir plutôt une expérience plus courte, plus restreinte, mais qui est vraiment très très factuelle et en adéquation avec le besoin que peut avoir l'entreprise. Donc il vaut mieux faire une présentation qui est beaucoup plus restreinte et scindée, mais qui va être plus précise avec des exemples très concrets qui vous permettront d'avancer sur un choix mutuel et de démontrer la pertinence de votre candidature à ce niveau-là. Ensuite, sur la partie... insister sur la première partie, créer le contact, ce fameux small talk. N'hésitez pas en tant que candidat aussi à créer ce contact, à créer cette atmosphère favorable à la discussion, parce que souvent on a toujours cette impression qu'on va se faire juger et donc qu'on laisse le recruteur mener la danse entre guillemets, mais en tant que professionnel et en tant que sachant sur l'expertise que vous avez à donner, c'est aussi à vous de mener et de coordonner et de coacher cet entretien. Donc ce premier contact, à vous aussi de le mettre en place. C'est ce qui souvent fait des bons entretiens quand on a un entretien qui est partagé en fait. Et il y a un petit dicton là-dessus, c'est on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression.
Et ça, c'est Ouais, exact. extrêmement vrai. Ouais, typiquement, et donc on y viendra sur que ce soit la tenue, le verbal, mais aussi beaucoup le non-verbal là-dessus, qui permettent de créer cette bonne première impression, d'avoir ce climat et cette relation de confiance, et ensuite de dérouler un petit peu le processus d'entretien de manière un petit peu plus classique. Donc, je veux bien que tu puisses avancer la slide. Donc, les pièges et les conseils de l'entretien physique. Alors, forcément, il y a à la fois les entretiens physiques, les entretiens visio. Donc, on en a parlé sur un certain nombre de choses à faire, que ce soit sur la préparation, que ce soit sur la bonne première impression, etc. Moi, je trouve l'exemple du pro du marketing est très, très bien trouvé à ce niveau-là, où vous savez ce que va attendre votre interlocuteur, vous savez ce que vous avez, et l'idée, c'est d'assurer la cohérence là-dessus. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, parce que j'ai eu un certain nombre d'entretiens où vous avez des candidats qui, pendant X temps, vous parlent de leur précédente structure, des raisons pour lesquelles ils sont partis, de ce qui ne fonctionnait pas dans l'entreprise, etc. C'est ne soyez pas négatif. Essayez, vous avez un parcours professionnel qui est riche, il y a des choix, aujourd'hui des ruptures dans une ou l'autre structure qui peuvent tout à fait s'expliquer. C'est garder vraiment le positif de tout ça et surtout démontrer votre envie de pouvoir rebondir plutôt que quelqu'un qui va pendant 5 ou 10 minutes d'entretien essayer de se justifier sur la façon dont il est parti de sa précédente structure. Donc moi je trouve que ça c'est un élément qui est extrêmement important, c'est de démontrer tout le positif, toutes les compétences que vous avez eu l'occasion de développer pour arriver dans les meilleures dispositions par rapport à un prochain poste et par rapport à un prochain projet. Dans le contexte actuel sanitaire, sur une échelle nationale, je peux vous dire qu'on continue à organiser des entretiens physiques entre nos candidats et nos clients. Voilà, je dirais, je ne vais pas vous dire que c'est la majorité, mais c'est sûr que les entreprises et les candidats ont envie de se voir. Voilà, d'une manière générale. Alors, il y a les distances de sécurité. C'est vrai que le masque aujourd'hui ne favorise pas la communication non verbale, les jeux qu'on peut avoir, un sourire. C'est vrai que c'est toujours un élément qui est très marquant et l'impression qu'on a de quelqu'un se fait souci parfois par le non verbal. Mais c'est sûr que dans un entretien physique aujourd'hui, si vous pouvez si vous avez envie et si vous pouvez, c'est toujours bien vu. Maintenant, on fait aussi beaucoup d'entretiens virtuels et des recrutements, on en fait aussi qui se sont faits que par des entretiens virtuels. Oui. Tout à fait, oui. Il y a quelques exemples où les personnes n'ont encore jamais vu les locaux, etc. à ce niveau-là. Après, ça c'est souvent une discussion. Et sur les choses effectivement à ne pas faire, le slide mentionne parler de salaire trop rapidement. De la manière par rapport au contexte aujourd'hui, à toute cette notion de télétravail, etc. La plupart des entreprises ont pris les différentes dispositions. C'est des choses qui maintenant voilà, sont récurrentes. C'est légitime de pouvoir poser cette question. Maintenant, il y a un timing bien précis pour poser la question. Où la semaine dernière, j'ai un candidat qui, sur tous les points, colle par rapport à la description que mon client me fait du poste. Je pose la question sur comment s'est passé l'entretien et mon client me dit bah écoutez, voilà, il n'y a pas eu ce feeling parce que le candidat, au bout de 2 minutes d'entretien, a posé la question combien de jours je peux avoir de télétravail. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu rapide. On n'a pas encore eu le temps d'aller sur cette partie compétences et sur cette adéquation complète. La structure pouvait le proposer, mais le client s'est senti un petit peu frustré en disant ben voilà, est-ce que le candidat vient pour le poste, pour l'intérêt de la structure, ou est-ce qu'il vient parce que c'est un poste qui est proposé en télétravail? Ouais. Et d'ailleurs, je pense que en étant en physique, on a plus tendance à se laisser aller, entre guillemets, à poser spontanément ce genre de questions parce qu'on a la personne en face de soi, alors que dans l'entretien effectivement virtuel, on a peut-être un peu moins parce qu'il y a la barrière de l'écran et ainsi de suite, donc on ne va pas spontanément poser ce genre de questions, peut-être. C'est ça. Donc, il faut vraiment voilà, suivre une trame plus ou moins classique et l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur le salaire, que ce soit sur la répartition du temps de travail, etc., qui sont complètement légitimes, gardez-les, mais effectivement, attendez plutôt la fin de l'entretien où il y aura déjà ce contexte et ce climat de confiance qui sera déjà bien établi. Et donc après, les conseils pour l'entretien virtuel, alors elles sont très proches de celui qu'on peut avoir sur une partie physique. On parlait beaucoup de préparation au préalable. Voilà, le fait d'arriver, je pense qu'on a tous eu le cas où malgré la technologie, etc., on arrive, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. C'est sûr que cette fameuse bonne première impression, elle est compliquée. Donc là, plus vous allez avoir d'éléments de préparation sur, en général, le lien que vous avez envoyé plusieurs heures, voire jours au préalable. Donc le fait de tester et d'avancer permet d'avancer dans les bonnes dispositions. La tenue vestimentaire, le fond, ça peut paraître des b.a.-ba, mais on pourrait vous citer avec Loïc Ludovic une liste d'exemples relativement concrets de situations un petit peu chaotiques dans lesquelles on a pu se confronter sur des entretiens.
Et de la même manière, un élément qui peut paraître tout bête, mais c'est vrai que, et c'est tout compliqué à faire, c'est de regarder la caméra. Parce qu'en fait, souvent, vous avez la tête de votre interlocuteur, mais vous allez regarder plutôt le bas de votre écran. Et à ce moment-là, on n'a pas l'impression, c'est comme un entretien, les personnes aiment bien se regarder dans les yeux à ce niveau-là. C'est essayer au maximum de pouvoir fixer la caméra pour, encore une fois, créer cette fameuse proximité et relation de confiance avec votre interlocuteur. Ouais. Il y a quelque chose de tout bête sur ces entretiens, mais c'est de la préparation. Quand on dit la préparation, donc oui, c'est l'entreprise dans laquelle vous allez potentiellement postuler, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite, tout ça et tout. Mais c'est aussi une préparation, un test avec peut-être des amis, des collègues, le test de votre connexion, et puis tout simplement, présentez-vous. Faites une présentation à blanc avec quelqu'un pour voir comment vous allez vous comporter devant la caméra, parce que je vous assure que c'est pas du tout la même chose, et c'est important de bien vous roder dans votre argumentaire, dans votre pitch entre guillemets de présentation virtuelle, qui devrait être peut-être différent et passer moins de temps sur certaines thématiques que d'autres. Ouais. Et puis aujourd'hui, par rapport, voilà, ça peut arriver, il y a très régulièrement des problèmes de connexion où parfois, voilà, votre interlocuteur parle, vous essayez de répondre, mais il y a ce fameux temps de latence d'une seconde, donc on a l'impression de couper la parole. Il n'y a aucun problème sur cette partie-là. Vous pouvez tout à fait dire qu'il y a quelques difficultés, et c'est vraiment pour moi la partie communication sur le fait d'expliquer au mieux, de poser toutes les questions que vous pouvez avoir qui permettront de créer ce bon climat de confiance avec votre interlocuteur. Et donc là, on va arriver effectivement sur la troisième partie, qui sont les réflexes à adopter plutôt sur la partie post-entretien. Là, on a vraiment parlé des différentes phases, donc préparation, CV, entretien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui de la part des structures après entretien. C'est lors de l'entretien qu'on va mesurer ces fameuses soft skills dont on parlait au préalable, mais comment est-ce qu'elles vont pouvoir être illustrées post-entretien? C'est une des tendances où aujourd'hui on a de plus en plus d'attentes, et où la différenciation entre le candidat finaliste et le candidat retenu peut très souvent se faire à ce moment-là. Donc, de la même manière, moi je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise question. Donc, à la fin de l'entretien, n'hésitez pas à poser la question à votre interlocuteur. Voilà, souvent on se quitte en disant bon voilà, merci, bah écoutez, je reviens vers vous. D'accord? Sous quel délai? C'est une question que vous pouvez tout à fait poser. Est-ce que c'est moi qui dois revenir vers vous? Est-ce que c'est vous qui revenez vers moi? Pour vraiment avoir cette notion de timing et savoir comment pouvoir se positionner, parce qu'on a parfois des candidats qui, le lendemain de l'entretien, pensent avoir un retour, alors que finalement, ça va venir dans une dizaine de jours parce qu'il y a encore d'autres entretiens. Ou de la même manière, il y a des candidats qui vont pas faire de démarche en pensant que le processus va prendre encore 10 ou 15 jours, mais où finalement le processus de recrutement était très urgent et on attendait un retour, voire un renouvellement d'intérêt d'ici la fin de la semaine. Donc, posez toutes les questions que vous pouvez avoir, prenez les différentes notes, et ce qui est aujourd'hui très apprécié, c'est effectivement de pouvoir faire un mail de renouvellement d'intérêt. On n'a pas forcément parlé lors de cet échange, les lettres de motivation, c'est des choses qui sont toujours pratiquées dans certaines structures, un petit peu moins dans d'autres, mais de plus en plus, elles sont vraiment remplacées par des mails de renouvellement d'intérêt, où vous avez beaucoup plus d'éléments en fait pour mettre une lettre de motivation, plutôt que je suis dynamique, je suis motivé et j'ai envie d'intégrer votre structure, où là vous connaissez les différents enjeux des sociétés, vous avez vu votre interlocuteur, vous connaissez ses problématiques et les sujets opérationnels sur lesquels vous allez être amené à intervenir, et donc là en fait vous avez suffisamment d'éléments pour mettre en avant votre candidature, renouveler votre intérêt après l'entretien et vraiment vous positionner en tant que candidat par rapport à l'offre. Ce qui est important de considérer à la fin d'un process d'entretien, enfin de physique ou virtuel, c'est what next, entre guillemets, hein, c'est de savoir quelle est la suite à donner pour justement anticiper et prendre les devants. L'invitation LinkedIn, je dirais, c'est un moyen de garder contact et aussi d'augmenter votre réseau. Alors oui, ça va vous servir effectivement à court terme pour relancer et puis savoir où ça en est, mais la vie est faite de beaucoup d'aléas, et c'est vrai que c'est aussi un moyen de pouvoir garder avec ces différents interlocuteurs que vous allez rencontrer dans votre carrière professionnelle. Peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, vous pourrez vous rappeler de cette personne et lui renvoyer un message. Donc c'est toujours important d'actionner ce côté-là et de demander à la personne directement, est-ce que je peux vous envoyer une invitation LinkedIn, comme ça on reste en contact. Il y a une chance sur 1 million que la personne vous dise non. Ouais, tout à fait.
Et ensuite, on en parle, et c'est l'objet de la slide suivante, c'est justement cette fameuse partie relance. Il faut le faire. Alors, il y a bien sûr une mesure dans laquelle il faut le faire. Si vous appelez tous les jours, et c'est des choses qui sont déjà arrivées, le recruteur en demandant s'il a des nouvelles alors qu'il vous dit qu'il n'aura pas de nouvelles avant une dizaine de jours, évidemment, c'est pas pertinent. Mais voilà, si vous avez posé le maximum de questions par rapport au processus de recrutement et que votre interlocuteur vous dit voilà, d'ici une semaine, je reviens vers vous, il n'est pas revenu vers vous, n'hésitez pas à pouvoir relancer. Il y a différents moyens. Il y a, voilà, Ludovic en parlait, que ce soit par rapport à LinkedIn, il y a un mail, il y a un coup de téléphone qui permet de à la fois renouveler votre intérêt et surtout faire en sorte de dire que vous êtes toujours intéressé par le poste, qu'on puisse penser à votre candidature, et ça permet d'augmenter vos chances d'avoir le retour pour comprendre ce qui a fonctionné et également ce qui a moins bien fonctionné. Et de la même manière, je dis, vas-y, excuse-moi. plus vous avez créé le fameux climat de confiance dont on parlait avec votre interlocuteur, c'est quelqu'un où vous pouvez, il va vous dire voilà, je préfère être sollicité par téléphone, ou notamment, moi je sais que sur des créneaux, par exemple en tant que cabinet de recrutement, entre midi et 2 ou en fin de journée, c'est des créneaux qui sont souvent plus faciles pour échanger. Donc plus vous avez créé ce climat de confiance avec votre interlocuteur, plus vous savez à quel moment vous allez pouvoir facilement le joindre et avoir des nouvelles du processus de recrutement. Il ne faut pas avoir peur de relancer. On a souvent des convictions qui sont dictées par ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Et justement, il faut trouver le juste milieu entre voilà, une relance respectueuse dans les règles de l'art professionnel et tel qu'il a été décidé à la fin de votre entretien. Et le pendant de ça, ça va être vraiment d'insister, de déranger, et ainsi de suite. Voilà, il faut tout simplement être professionnel. Finalement, c'est d'où l'intérêt en fin d'entretien de dire, bah alors, what next, est-ce que je peux me permettre de vous relancer dans 7 à 10 jours? Comme ça, vous serez dans les règles de l'art, quoi. Exactement. Et après, même si vous avez effectivement un processus de recrutement en cours, le but n'est pas d'arrêter vos recherches. Moi, j'ai parfois des candidats qui me demandent voilà, combien de candidats est-ce qu'on est sur cette offre. C'est une question aujourd'hui qui peut être légitime et où je préfère répondre de manière assez franche. Sur des postes de direction financière, oui, il peut y avoir une volumétrie de candidature qui est importante. Ça permet aussi de ne pas se faire de faux espoirs et de voir dans quelle mesure vous pouvez continuer vos différentes recherches d'emploi pour vraiment trouver le poste et l'opportunité qui puisse vous permettre de rebondir professionnellement à ce niveau-là. Et ensuite, sur la réponse négative, là, de la même manière, vous pouvez poser des questions dans la mesure du possible, et plus vous avez créé ce fameux climat de confiance avec votre interlocuteur, plus vous allez pouvoir avoir d'éléments essentiellement factuels et qui vont vous permettre de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui vous a permis d'aller à l'entretien, à la shortlist finale, etc. Mais ce qui finalement n'a pas fonctionné pour vous permettre de prendre le poste et l'opportunité. Et comme le dit très bien le slide, l'idée c'est vraiment de rebondir, d'emmagasiner ce maximum de conseils pour que sur le processus suivant, à ce moment-là, la petite erreur par exemple, quand vous avez fait en parlant 5 minutes de trop de votre précédent employeur où ça s'est mal passé, vous puissiez ne plus reproduire cette partie-là et encore une fois augmenter vos chances de retrouver une nouvelle opportunité. Voilà. Donc on arrive à la fin de notre webinaire avec une partie maintenant questions-réponses. C'est 13h30 et on s'était pris environ 20 minutes, une demi-heure sur ce créneau-là. Donc on va regarder les questions et Bruno, je te propose de regarder tout ça. Oui, il y a eu effectivement une volumétrie de questions relativement intéressante. Donc je vais tenter de reprendre par ordre chronologique. Donc il y avait une première question de Armel qui demandait pour les juniors de 3 ans d'expérience, comment le marché se situe par rapport à la situation actuelle. Alors pour répondre effectivement à cette question, c'est vrai que on le constate un petit peu, hein, le marché de l'emploi est un petit peu plus compliqué, que ce soit pour des profils juniors et plus expérimentés. Maintenant, c'est vrai que ça va quand même continuer. Encore une fois, tout va dépendre du ciblage que vous allez pouvoir avoir par rapport à votre profil, par rapport à votre candidature, parce que lorsqu'on va avoir des offres, on va rechercher malheureusement un profil expérimenté avec 5 ou 7 ans d'expérience. Même quelqu'un qui est junior avec 3 ans ne va parfois pas correspondre à ces caractéristiques par rapport aux enjeux et aux besoins de structuration de l'entreprise.
La meilleure des aides qu'on puisse donner pour un profil qui a moins de 3 ans d'expérience, c'est vraiment d'utiliser son réseau parce que des annonces, on va en avoir peut-être un petit peu moins que d'habitude parce que le marché est différent que d'habitude, mais il va vraiment falloir faire travailler ce réseau-là. Alors vous allez me dire, à 3 ans d'expérience, on n'a pas beaucoup de réseau. Vous avez forcément un réseau d'amis, un réseau scolaire, académique, d'anciens professeurs, d'amis qui sont dans des sociétés qui vont pouvoir parler de vous. Et il n'y a rien de mieux que de la cooptation. En fait, ça vaut tous les CV. Donc, si déjà vous êtes motivé, que vous savez dans quel cours vous jouez et qu'en plus vous souhaitez marcher votre réseau, vous maximisez au plus vos chances de trouver un poste, clairement. Ok. On a également donc Nathalie Lochu qui nous posait la question, qu'en est-il du recrutement des plus de 50 ans? Là, de la même manière, c'est un sujet d'actualité. On sait que c'est parfois un petit peu plus compliqué. Pour illustrer vraiment les propos, ça va dépendre encore une fois de ce fameux ciblage stratégique qu'on faisait au préalable, où s'il y a des compétences, bon, moi j'ai le cas par exemple d'un recrutement pas plus tard que ce matin, où on est sur un candidat qui a 58 ans, donc qui est expérimenté plutôt en fin de carrière, mais qui aujourd'hui a des compétences dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité qui sont très très fortes, où mon client me dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui va encore avoir plusieurs années à travailler et où je peux me projeter avec lui parce que je sais que c'est quelqu'un qui va peut-être pas rester 1 ou 2 ans pour se retrouver effectivement mis de côté à 60 ans et où là la démarche sera encore une fois un petit peu plus compliquée. Donc un petit peu de la même réponse que par rapport à ce profil sur les 3 ans. Tout va dépendre de ce ciblage pour essayer d'avoir le maximum d'opportunités qui puissent correspondre. Et puis c'est vrai qu'à 50 ans, ce qu'il faut arriver à dire, c'est que vous avez une certaine forme de maturité, et d'autant plus quand vous arrivez vraiment vers 55 ou 58 ans, comme Bruno le disait. Très clairement, un candidat qui se positionne à 58 ans au sein d'une entreprise, on pourrait dire, oh, il s'en va dans quelques années, mais ça peut être déjà une mine énorme pour une entreprise de fidéliser au moins 5-6 ans encore un candidat. Et ensuite, très clairement, moi, ça m'arrive aussi, comme Bruno, d'avoir des demandes sur des profils plus expérimentés. Pourquoi? Parce que au moins, on sait que la personne ne sera pas là pour avoir un poste, pour pouvoir évoluer ensuite, prendre la place du calife à la place du calife. Voilà, c'est quand même une certaine forme de sécurité pour l'entreprise d'avoir des profils plus seniors, honnêtement. Et ça, les candidats ne le savent pas forcément. Tout à fait. On avait également Caroline qui nous posait la question, qu'en est-il du retour à l'emploi après une année d'arrêt volontaire? Est-ce qu'il est raisonnable de monter en grade malgré un arrêt? Alors là, par rapport à cette réponse, c'est tout à fait possible. Moi, je pense que on parlait au préalable de la formation et de la structuration du CV. C'est sûr que quand on va voir quelqu'un qui a, par exemple, arrêté son expérience sur l'année 2019, on peut se poser la question, bah voilà, qu'est-ce qu'a fait la personne? Et c'est là où on avait la fameuse phrase ou le titre du CV qui permet tout simplement peut-être d'illustrer ses propos ou alors de mettre entre voilà 2020 et 2021 que vous avez voilà fait une arrêt d'année volontaire par projet, par conviction et que vous êtes prête à rebondir par rapport à un nouveau challenge professionnel. Ça permet en fait simplement d'expliquer et de dire bah voilà, je suis consciente que je n'ai pas travaillé depuis un an. J'ai fait ce choix par rapport aux différentes raisons qui vous sont propres. Par contre, le but, c'est vraiment de pouvoir postuler à des offres et essayer de rebondir en expliquant votre motivation pour arriver sur ce type de projet. C'est pas une tare, honnêtement, d'avoir arrêté pendant un an parce qu'on avait un contexte personnel qui faisait qu'on avait besoin d'être, je sais pas, auprès de sa famille, de son conjoint, de sa conjointe, envie de voyager ou quoi que ce soit. Ce qu'on attend maintenant, c'est que quand vous vous présentez sur le marché du travail, même si ça fait un an que vous n'avez pas travaillé, c'est de dire, ben, maintenant, je suis prêt. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis disponible. J'ai l'honnêteté de dire qu'avant, je l'étais pas, j'aurais pas voulu avoir un poste mais ne pas être à 300% dedans. J'ai mis mes affaires en ordre. Maintenant, je suis disponible et à votre disposition. Et ça, il n'y a rien de mieux pour un employeur. Tout à fait. Et ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur le fait de pouvoir progresser et monter en grade, tout va dépendre bien sûr de l'expérience, mais encore une fois, si vous l'expliquez de manière assez naturelle, ou vous vous sentiez, comme le disait Loïc, pas prête au préalable, mais que cette année de réflexion vous a permis de
de mûrir sur un certain nombre de projets, c'est tout à fait légitime de pouvoir rebondir. Et on parlait beaucoup des différentes compétences techniques qui sont effectivement extrêmement importantes. Le fait de prendre une année en termes de soft skills, de compétences interpersonnelles qu'on peut être amené à développer, il y a également beaucoup de choses. Donc c'est encore une fois vraiment ressortir tout le positif de ce genre de projet pour ensuite essayer de décrocher une nouvelle opportunité professionnelle. Ouais. On avait une autre question sur les domaines à éviter ou à favoriser pour un juriste expérimenté hors de l'Union européenne. Alors, faudra voir dans quelle typologie de juridique on est. C'est sur du juridique droit social, droit des affaires, droit des sociétés. Ce qui est à prendre en compte, c'est que vous avez peut-être une compétence légale dans un autre pays, mais le cadre légal français est souvent complètement différent. Alors bon, il peut y avoir un système d'homogénéisation en Union européenne. Vous avez signifié que c'était hors Union européenne. Ce qu'il faut arriver à cibler, c'est par exemple des structures qui vont vous demander justement des compétences juridiques dans le pays dans lequel vous étiez. Un exemple tout bête, une société à Montpellier qui vend du vin et qui se développe énormément sur la vente de vin en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Dans ce cas-là, on va chercher quelqu'un qui a la compétence juridique en local là-bas. Et donc ça, c'est un gros travail, c'est un travail un petit peu de fourmi, d'aller savoir quelle entreprise fonctionne avec le pays dans lequel vous étiez ou la zone géographique. Parce que là, par contre, vous avez une compétence énorme pour eux qu'il n'y a pas en local. À Montpellier, par exemple, je n'ai pas trouvé un spécialiste de la propriété intellectuelle en Colombie. Voilà. Par contre, enfin, si j'en penserais une. Mais voilà, il faut savoir toujours pareil, dans quel cadre vous jouez, dans quelle équipe, et savoir chez qui vous allez proposer votre offre de service. Tout à fait, je pense que cette partie-là peut être la réponse et la clé à un certain nombre de questions et ensuite affiner bien sûr au niveau des précisions. On a également une autre question, par exemple, je suis responsable du contrôle de gestion et souhaite quitter Paris pour Marseille. Quelle est la décote de salaire approximative? Entre Paris et les régions, on peut compter facilement entre 10 et 15, 16%, voire parfois 20%, mais c'est quand même 20, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, on peut. Tout dépend après de l'organisation de l'entreprise, la culture, les secteurs, ainsi de suite. Vous pouvez aussi très bien garder les mêmes salaires. Parce que vous serez dans des secteurs d'activité qui sont propices à ça. Donc c'est très très aléatoire. Ce qui est sûr, c'est que les postes de direction financière, pour le coup, là on a des décotes. Loïc, toi, je sais que tu me disais vraiment ça quand on en discutait lors de nos grilles de rémunération annuelles. Oui, il y a des décotes qui peuvent quand même être importantes. Importante, et il peut y avoir des disparités aussi entre certaines régions presque un petit peu frontalières. Je pense que la meilleure personne qui pourrait répondre à cette question serait Barbara Guérini, donc notre homologue qui est sur notre bureau d'Aix-en-Provence. Et quand je discute avec elle, des fois, voilà, moi je sens que j'ai aussi encore un peu une décote par rapport à Marseille ou à Toulouse, qui sont deux grosses métropoles qui trustent un petit peu les hauts profils et qui les attirent. Et donc j'ai des fourchettes de rémunération qui sont peut-être un peu plus en baisse par rapport à Aix ou Toulouse. Donc ça sera vraiment avec le consultant spécialisé dans la région qu'il faudra vraiment se positionner. En tout cas, ce qui est vrai et ce que l'on observe, c'est la mobilité interrégion en finance. C'est-à-dire que le fait d'avoir 20 bureaux en France et donc d'avoir un interlocuteur senior finance dans chaque bureau, chaque année, on s'aperçoit des envois de candidats de Paris à Montpellier, voire même d'interrégion. Hein. Des fois, on a du nord au sud ou ainsi de suite. Donc, on a des mobilités, beaucoup plus de profils de direction financière que d'autres profils type contrôle gestion ou compta, quoique. Voilà, et on a aussi du région Paris, hein, ça aussi, ça existe, je tiens à le préciser. Donc des candidats j'ai en tête quelqu'un qui était sur Aix justement et qui est venu travailler sur Paris parce qu'il avait envie de faire un boost dans sa carrière. Donc voilà, on a tout à fait l'opportunité de le faire. Et pour compléter, ça se fait aussi, mais ça peut même se faire avec
un changement salarial à la hausse. Alors c'est effectivement plus rare, mais moi c'est quelque chose qui m'est arrivé avec un candidat qui devait être déjà parfaitement trilingue pour travailler dans la région des 3 frontières en Alsace, donc vraiment à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, être parfaitement trilingue, avoir une connaissance du secteur industriel. On a trouvé ce candidat qui venait de région parisienne et qui avait envie de revenir dans la région. C'est quelqu'un alors qui a pas fait un gap salarial très très important, mais qui est globalement resté sur le même périmètre parce que, encore une fois, il avait des compétences techniques spécifiques extrêmement fortes et que le client avait à ce moment-là ce besoin-là. Donc, il faut encore une fois être sur du cas par cas, même si c'est vrai que la décote, pour répondre à la question, en règle générale, se situe à peu près sur une fourchette entre 12 et 16%. On avait une autre question. Est-il vrai que les entreprises préfèrent un profil expérimenté à un profil junior dû à la situation sanitaire? Selon moi, non. On va chercher de la compétence, Ouais, on va très, chercher très clairement. de la compétence, de l'enthousiasme, de l'énergie, ouais, de la prise de conscience de la situation dans laquelle on est et ce qu'il faut apporter à l'entreprise pour accompagner. Je pense que c'est Ouais. surtout ça. Je vais faire une image totalement bateau. Vous avez 6 enfants, vous allez acheter un très gros monospace, et même si vous trouvez un petit coupé sportif c'est beaucoup plus beau, mais vous n'en avez pas l'utilité. Toujours pareil, cette histoire d'offre et de demande et votre offre de service en fait. Ouais, je pense que il faut faire la différence et la part des choses entre expérience et savoir-faire. Mm. Voilà, je pense que on n'a pas forcément un savoir-faire grâce à une longue expérience. Si vous prenez les réseaux sociaux, le marketing digital et ainsi de suite, les jeunes d'aujourd'hui, on va dire les nouvelles générations, ont une utilisation accrue des réseaux sociaux. Mais si vous leur demandez d'administrer une campagne digitale et de monter une campagne digitale sur ces réseaux sociaux, il n'y en aura pas un qui sait le faire. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'expérience, le savoir-faire d'une construction budgétaire, l'expérience de fiabiliser une comptabilité, de faire du recouvrement par exemple et aller chercher les factures avec une compétence d'appel assez récurrent et de résultats aussi que vous pouvez mettre sur votre CV. Tout ça, vous n'avez pas besoin d'une longue expérience pour l'avoir fait et l'avoir fait d'une manière très satisfaisante. Ouais, tout à fait. On avait également Alexandre qui nous pose la question: pensez-vous que le marché des DAF est sclérosé du fait de la crise? En effet, on peut hésiter le changement du capitaine pendant une tempête. Alors, effectivement, hein, il y a beaucoup de remises en question. Moi, j'ai récemment eu le cas d'une structure qui devait remplacer leur directeur financier, qui devait partir à la retraite, où la personne voilà, tire finalement un an de plus sur la corde pour rester dans la structure et ensuite pouvoir idéalement avoir une période de passation dans un contexte un petit peu plus simple, facile. Néanmoins, s'il y a le départ d'un directeur financier dans une structure, il va y avoir un projet de recrutement pour pouvoir le remplacer. Donc, encore une fois, c'est vraiment en fonction de la société et du besoin, mais lorsqu'il y a un départ, dans tous les cas, on va tout mettre en œuvre pour essayer de remplacer la personne rapidement et d'avoir justement le nouveau capitaine de navire en œuvre à ce niveau-là. C'est vrai. On a également Chantal qui nous pose la question, alors ça c'est une question qu'on voit souvent: le CV devrait-il être établi par compétences plutôt que par date et expérience? On aura chacun nos retours là-dessus. Moi, je pars du principe qu'un CV, c'est très personnel et c'est à chacun de pouvoir le défendre, l'argumenter, le présenter. Donc, il faut vraiment vous sentir à l'aise avec le format, les priorités présentées par compétence ou par expérience. Si vous respectez ce qu'on vous a dit en termes de mots-clés, en termes d'organisation, de quantifier et qualifier les informations, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. L'expérience des recruteurs, alors moi, encore une fois, mon expérience propre et mon intérêt, elle est plus vers des CV présentés d'une manière chronologique, avec une compréhension d'un parcours professionnel et de l'évolution finalement d'un candidat depuis le début de sa carrière. Donc j'apprécierais plus à titre personnel. Maintenant, c'est vrai que l'avantage des CV par compétence, ça permet de comprendre quelle est l'offre de service finalement du candidat et qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer à une entreprise. Tout à fait. Alors, on a une autre question d'Alexandre qui est: est-il prévu de nous laisser le PowerPoint à disposition? Ça, je n'ai pas la réponse. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous aurez ce replay
du webinaire donc sur YouTube et puis sur ace.fr, et on mettra la version PDF de ce PowerPoint effectivement sur ace.fr également. On a une autre question sur comment mesurez-vous les compétences douces. Donc ça peut s'apparenter effectivement à la partie soft skills, à ce dont on parlait au préalable. Là effectivement c'est très compliqué à les faire transparaître sur un CV, même si parfois le fait de mettre un ou deux exemples concrets peut le faire. C'est très souvent le jeu des entretiens, avec notamment des illustrations, des éléments précis, et bien sûr le ressenti également des différents interlocuteurs. Donc pour l'illustrer sur un CV, c'est effectivement très très compliqué. Maintenant c'est souvent si le CV est en adéquation, c'est le jeu de l'entretien pour pouvoir mesurer ces différentes compétences. On a également une question de Chantal. Est-ce que l'expérience peut remplacer les diplômes? Question à 100 balles, on va dire, entre guillemets. C'est une question qui ressort souvent. Quand on reprend notre présentation sur des algorithmes, encore une fois, tout dépend de ce que vous avez fait, de votre offre et de ce qu'on peut y retrouver. Ça, c'est la partie technique qui parle. Par le biais d'une rencontre avec un consultant, avec un recruteur, avec le réseau, je vous dirais un grand oui. Par le biais de la sélection classique, je passe une annonce, je récupère des CV, je vous dirais non, parce qu'on est encore une fois dans un marché français très archaïque à ce niveau-là, où on va rechercher voilà, l'école, l'expérience, les convictions, et ainsi de suite. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument un DECF pour faire un job de comptable dans une entreprise. Venant d'Angleterre, moi, je recrutais beaucoup des gens sur la discussion, sur le savoir, et ainsi de suite. Donc, il y avait cette barrière du diplôme qui était très franco-française et qui est toujours là. Donc, je dirais, vous avez plutôt intérêt à bien mettre en avant votre savoir-faire. C'est sûr, quel niveau de diplôme parle-t-on aussi, hein, si vous avez un bac, peut-être que ça va être un petit peu dur et il faudra peut-être le compléter avec un bac ou un BTS, un bac plus 2, peut-être le compléter avec d'autres formations. Maintenant, oui, maintenant, regardez le profil du CV qu'on vous a montré tout à l'heure. Il y a une première expérience en cabinet qui vient aussi légitimer et puis appuyer peut-être une formation qu'on ne voit pas d'habitude sur des directeurs financiers. Le marché a l'habitude de voir pour des directeurs financiers des gens qui ont commencé un audit, qui ont une école de commerce, complétée d'un DEC ou d'un DSCG. Voilà, c'est généralement ce qu'on voit d'une manière générale, mais pourtant, on a pléthore de candidats qui excellent dans leur expérience et ont monté et ont redressé des entreprises et ils n'ont pas forcément des niveaux d'études qui correspondra à ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, c'est très particulier par rapport à ce que vous avez pu apporter, au succès que vous avez pu avoir et puis aussi à l'offre de service que vous allez pouvoir donner. Tout à fait. Un CV peut-il faire plus d'une page? Là, effectivement, la réponse, alors, le CV doit ressembler au candidat à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'un candidat qui a une expérience qui est considérable, etc., c'est pas problématique si le CV s'étale sur 2 pages. J'ai déjà vu par exemple des CV de candidats qui mettent le détail de trop de réalisation qui fait 4-5 pages. Aujourd'hui, c'est pas forcément pertinent parce qu'encore une fois, le temps de lecture d'un CV est plutôt restreint. Donc, il faut qu'il puisse être synthétique, comme le disait Loïc au préalable, plutôt simple et organisé que très très original, parce qu'on reste sur des métiers, notamment dans le domaine de la finance. Si on est sur des postes dans le domaine de la communication ou autre, là il y a une marge de créativité qui est un petit peu plus large, mais aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui est problématique d'avoir un CV sur 2 pages pour quelqu'un qui a une belle expérience professionnelle. On parlait d'une page auparavant parce qu'on n'avait pas le format numérique digital. On parlait d'une page il y a 10-15 ans parce qu'on envoyait un CV et puis c'était beaucoup plus pratique dans la gestion des documents. Là, aujourd'hui, on a tous une molette sur notre souris, on scrolle et on arrive à lire une page, 2 pages. Le 2 pages, je dirais, c'est la norme. 3, ça commence à faire un petit peu. Voilà, puis après, il faut oublier, quoi. Si vous avez un CV aujourd'hui en 4 pages, il y a un problème sur votre CV. Ouais, tout à fait. On a une question de Sophie qui demande au même titre, est-ce que le titre de poste qui ne figure pas sur le bulletin de salaire peut tout de même être utilisé sur le CV? Est-ce que le titre qui ne... Alors,
En clair, vous êtes sur votre bulletin de salaire corporate ou rang quelque chose, et puis vous voulez mettre un titre qui est plus en phase avec le marché. Ouais, oui, c'est ce que je comprends également. Parce que c'est ce qu'on vous invitait à faire dans les jargons et dans le vocabulaire. Et d'ailleurs, merci pour cette question parce que ça nous permet de rebondir sur les algorithmes et ainsi de suite. Vos titres de fonction sur vos bulletins de salaire, souvent, elles sont propres à des grilles de salaire. Elles sont propres à des grilles, à des fonctions, peut-être des règlements et des processus et des procès très, très précis, des normes. Donc, elles ne reflètent pas forcément le marché. Si vous êtes la personne en charge de la finance dans votre entreprise, vous ne voulez peut-être pas forcément utiliser le poste de directeur financier parce que c'est un titre qui ne représente pas votre expérience, mais vous pouvez vous appeler responsable financier, par exemple. Voilà, parce qu'il n'y aura aucun autre interlocuteur de finance dans votre entreprise. Il faut refléter ce qui représente le mieux votre offre de service. Et là, les meilleures personnes pour vous conseiller, ce sont des personnes comme Bruno et Loïc qu'il faut solliciter. On n'est pas forcément là pour vous trouver des postes, mais on est aussi là pour vous accompagner dans vos recherches. C'est le premier métier d'un consultant. Nous, on fait du conseil en recrutement. Et donc, c'est en ça où on peut vraiment vous accompagner dans ces recherches. Par contre, l'intitulé du coup qui est présent sur le bulletin est, selon moi, à préciser à l'entretien, ensuite en face à face à l'oral. Ouais. Exactement, je rejoins tout à fait Loïc pour pas qu'il y ait de surprise, parce que c'est vrai que sur certains entretiens, on peut vous demander à terme justement une fiche de paie pour pouvoir valider certains des éléments, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette relation de franchise. Dans le slide, il y avait marqué voilà, ne pas mentir. Ça permet à la fin d'entretien, quand vous avez eu un très bon, écoutez, voilà, je vous ai dit que j'étais responsable comptable. Aujourd'hui, je suis comptable expérimenté, j'encadre 3 personnes, mais sur ma fiche de paie, j'ai le titre de comptable, simplement pour assurer la bonne adéquation. Il faut garder de la cohérence entre les deux, en fait, je pense. Tout à fait. On a une question d'Arnaud, c'est également qu'on a régulièrement sur les CV anonymes avec ou sans photo. Ça c'est un débat, une question, je pense, sans fin à ce niveau-là. C'est propre. Moi, je dis souvent le CV doit ressembler au candidat. Si aujourd'hui vous avez envie de vous présenter, de mettre de votre photo, on ne va jamais vous reprocher que le CV ait une photo. Encore une fois, il faut que la photo, par contre, reste professionnelle dans un cadre qu'on puisse vous voir. C'est sûr qu'on voit parfois certaines photos où les gens sont au bord de la piscine ou autre. Je ne suis pas sûr que sur un CV, c'est ce qui est le plus opportun. Peut-être pour un maître nageur, mais pas pour un directeur financier. Ouais. Je suis assez d'accord. On a également une question. Pour un directeur financier expérimenté, faut-il décrire chronologiquement l'ensemble des expériences au risque effectivement d'être un petit peu redondant, ou alors de se concentrer uniquement sur celles qui sont en adéquation avec le job visé? Je pense qu'il faut orienter son CV quand même en fonction du poste sur lequel on candidate, mais il ne faut pas minorer non plus ses expériences. Ce que je conseille souvent, c'est que apparemment on est dans le cadre d'un DAF expérimenté, les premières années d'expérience peut-être seront à être peut-être un petit peu plus light. Si vous avez passé, je ne sais pas, les 5 premières années en cabinet d'audit et que vous étiez manager audit, bon, 2 lignes et demie suffisent pour expliquer les missions. Pas besoin de faire un état des lieux de tous les clients, secteurs d'activité, sauf si ça a un intérêt. Si c'était à ce moment-là que vous aviez touché à l'époque de l'IFRS et que le client est en IFRS, là, ça a un intérêt. Mais voilà, il faut s'adapter et toujours pareil, recentrer avec mon offre de service et le besoin en face, tout simplement. Ça. Moi, je vois régulièrement maintenant des CV sur des profils justement expérimentés qui reprennent même fonction qu'au préalable, avec peut-être une partie en plus. Si par exemple vous étiez responsable comptable et vous êtes passé direction financière, même fonction au niveau de la partie comptabilité, avec en plus la partie contrôle gestion, et là vous pouvez développer, ce qui évite d'avoir effectivement des CV à rallonge de plusieurs pages où on disait que la pertinence n'était pas forcément au rendez-vous. On a une question de Virginie. Si en entretien physique, on nous propose d'enlever le masque alors que les personnes le gardent, comment le refuser poliment? Alors effectivement, là, c'est une question en plein dans l'actualité qui est très très compliquée. Chacun va avoir ses propres tendances. Vous avez des personnes qui, compte tenu de la situation, font très attention.
d'autres un petit peu moins, etc. Chaque entreprise a également son mode de fonctionnement qui est différent. Donc encore une fois, il faut que vous puissiez faire quelque chose qui vous ressemble. Si actuellement vous ne souhaitez pas, par rapport à la situation sanitaire, enlever le masque, un employeur n'a pas le droit de vous obliger à l'enlever à ce niveau-là, bien au contraire. Donc il faut que vous puissiez rester voilà, poli et courtoise en leur expliquant que voilà, vous suivez les normes gouvernementales et les propositions qui sont mises en œuvre, et qu'à ce moment-là, vous préférez garder le masque pour la santé de chacun et d'autrui. Et si effectivement vous avez un reproche de l'entreprise, ça va vous poser la question, est-ce que cette entreprise est vraiment faite pour vous et correspond à l'ensemble de vos valeurs? Et puis, je pense que dans ce genre de réponse, il faut adopter une attitude qui est basée sur être factuel. En fait, à des questions de ce type, répondez avec des réponses très courtes. N'essayez pas de vous justifier avec un raisonnement quelconque, mais vraiment en disant non, je ne veux pas, point barre. Et si vous voulez voir mon visage, je peux vous envoyer une photo, tout simplement. Hein? Exactement. Voilà. On a également une question sur l'entretien virtuel, est-il moins sincère? Est-ce qu'il y a également un taux de déception après une rencontre physique lorsqu'on a vu un premier entretien visio? Je dirais pas qu'il est moins sincère, parce que le webinaire qu'on fait, il est tout aussi sincère que si on faisait une conférence dans une grande salle. On n'aurait juste pas le cocktail après. Mais au final, je pense que les gens maintenant se sont faits à la visio et se sont faits à l'entretien avec le masque, etc. Donc non, c'est pas moins sincère. C'est des codes qui sont différents, il faut s'adapter. On voit moins le feeling, la gestuelle, etc. C'est sûr, mais il n'est pas moins sincère, en tout cas. Tout à fait. Ce qu'on appelle un new normal, je dirais entre guillemets, aujourd'hui, ces entretiens virtuels. On a des retours effectivement de clients qui sont un peu étonnés et déroutés par le fait de ne pas encore avoir vu les visages de leurs collaborateurs qu'ils ont recrutés. On en revient un peu sur la question précédente, mais ils s'y font en fait. Ils s'y font, et parce qu'on a besoin d'avancer. Après, on a besoin de travailler sur ça, et on a besoin justement de montrer lors de ces entretiens virtuels vos vraies natures, votre envie, vos soft skills. Il y a d'autres manières de sourire qu'avec le visage, quelque part, dans l'attitude, les mots et autres, dans l'énergie que vous allez pouvoir impulser aussi. Tout à fait. Il y a Pierre-Yves qui nous pose une question sur le fait, avez-vous noté une baisse des salaires depuis le Covid? Non. Pas spécialement. Non, absolument pas. Pas en finance du moins. De la même manière, moi je répondrais de la même manière, où il n'y a pas de baisse sensible. Il y a parfois des structures qui sont un tout petit peu moins flexibles compte tenu de la situation, voilà, des budgets qui sont un peu plus restreints, mais il n'y a pas de baisse significative des salaires depuis le début de la crise sanitaire. Pour information, si on demande gentiment à Manon qui nous a organisé ce webinaire, elle pourra peut-être vous mettre sur le chat le lien pour télécharger l'étude post-Covid qu'on a fait sur les métiers finance et comptabilité. Vous avez toute une grille de salaire. Alors on a effectivement essayé de voir quels étaient les salaires qui avaient augmenté, stagne et ainsi de suite, et baissé. Il y en a quelques-uns, quelques postes très précisément où on a observé des petites baisses, mais c'est vrai de ce qu'on dit dans cette étude, c'est que d'une manière générale, on n'a pas regardé des vraies différences de salaire à cause du Covid. On a une autre question par rapport à la localisation géographique d'un candidat. Est-elle déterminante pour le recrutement? En effet, j'habite dans la Drôme et j'aimerais trouver un emploi en région lyonnaise. Là, effectivement, on parlait des différents critères de sélection. Tout va dépendre de l'offre de service que vous proposez. Si vous correspondez en tout point à l'ensemble des caractéristiques, forcément, vous pouvez être retenu, mais il faut bien vous dire que si le poste est basé à Lyon et qu'on a un candidat avec exactement les mêmes compétences que vous, basé à Lyon, on va dire qu'il correspond peut-être un petit peu plus à ce niveau-là. Maintenant, l'idée, on parlait de peut-être faire une phrase ou deux d'introduction au niveau du CV. Si vous ciblez aujourd'hui uniquement la région lyonnaise, pouvoir tout simplement mentionner dans le début de votre CV, voilà, actuellement dans la Drôme, je souhaite me rapprocher de la région lyonnaise pour différentes raisons, et permettre à ce moment-là à un consultant qui ouvre votre CV directement de voir cette partie-là, et ensuite de pouvoir l'étudier dans les meilleures dispositions par rapport au poste. Donc, dernière question. Oui, alors je fais dans l'ordre, j'ai un petit peu perdu le fil. Vos clients font-ils appel à des managers de transition? Oui.
Tout à fait. Ouais, de manière régulière en fonction des besoins des entreprises, etc. Ouais. Moi, personnellement, sur Montpellier, j'ai pas senti une hausse particulière de la demande en management de transition parce qu'on n'a aussi pas énormément de recul encore sur la crise du Covid, mais régulièrement, oui. Tout à fait. Et là, on a une autre question. Quelle différence faites-vous entre un RAF et un DAF? J'ai été RAF sur un gros périmètre, plus d'1 milliard, mais je suis recalé quand je postule à des postes de DAF. Est-ce que l'intitulé du poste joue? Un RAF sur un périmètre d'1 milliard, c'est quand même C'est joli, costaud, hein. c'est costaud. Ouais, Tout à fait. c'est peut-être. Mais à contrario, parce que là j'ai le cas, c'est que si vous postulez à un poste de DAF, mais qu'on est dans une PME qui va faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 30 personnes, bah, votre profil à ce moment-là sera trop dimensionné par rapport à cette structure. C'est Et pas l'intitulé, là. le futur client va préférer recruter un DAF, mais qui était dans une société de taille similaire. Donc pour reprendre l'exemple de Loïc, là je pense que vous êtes sur un terrain qui est peut-être un petit peu trop grand par rapport aux besoins du client, mais en tant que tel, l'intitulé, que ce soit RAF ou DAF, c'est vraiment le périmètre du poste, le secteur d'activité et les responsabilités qui vont jouer, plus qu'un intitulé de poste vraiment bien précis. Tout à l'heure, quand on vous parlait de la matrice pour le CV et pour expliquer le positionnement de votre poste, on faisait allusion justement aux filiales et aux sièges. Quand vous êtes un financier dans un siège, vous avez en dessous de vous des filiales et donc vous avez toute une remontée d'informations. Et donc forcément, vous savez mieux que moi que le job de directeur financier ou RAF d'une filiale, ben, il a vocation de faire du reporting et de le remonter là-haut. Alors qu'effectivement, le directeur financier qui est au siège, ben lui, il a cette vision globale et il a ce rôle de coordination et d'animation quelque part de son réseau de financiers. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette difficulté. Vous allez peut-être eu un poste en filiale entre guillemets, et si vous postulez à des postes plutôt à l'échelle de groupe siège, vous allez peut-être avoir des difficultés. Voilà, alors j'ai perdu le fil malheureusement des questions dans l'ordre chronologique. Je ne sais pas si on a encore le temps de répondre à quelques questions. Alors on va vous libérer parce que on avait dit 14 heures et on arrive à 14 heures. Merci à tous pour toutes ces échanges, ces questions, et j'ai trouvé voilà les questions vraiment intéressantes. Merci à ceux qui nous ont envoyé des invitations LinkedIn. Continuez, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner, de vous aider, de vous conseiller si vous avez besoin. Vous avez nos noms sur la présentation. Encore une fois, cette présentation sera disponible en replay si vous voulez revoir les slides et réécouter ce qu'on s'est dit, et vous aurez cette présentation aussi disponible sur notre site aize.fr. Merci à tous, Merci beaucoup. bonne journée, et merci à toutes les personnes de Aize qui nous ont aussi aidé à organiser ce webinaire. Ouais, à bientôt. À bientôt, et pour les personnes à laquelle on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, voilà, vous avez nos coordonnées, on pourra y répondre à ce moment-là. N'hésitez pas. Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.